À notre émission de la semaine, mettons le cap vers le journalisme. Nous recevons un journaliste connu sur le continent africain. Il a travaillé avec nous ici à Montréal pendant de nombreuses années. Jean-Pierre Esso était chroniqueur à l'émission à l'époque Afromonde. Il est avec nous ce soir. Nous parlons évidemment de son expérience et nous parlons évidemment du domaine journalistique, plus particulièrement dans le domaine du sport, où vraiment là, le sport est devenu absolument très populaire dans le continent. On parle beaucoup plus de football ici, donc de soccer. En deuxième partie de cette émission, Madame, Messieurs, nous recevons Madame Sepopo. Madame Sepopo, qui est donc la responsable qui s'occupe de la programmation du Festival international Ludafrique. Donc, on vous parle aujourd'hui même de la 37e édition du Festival international Ludafrique de Montréal, qui aura lieu donc du 11 au 23 juillet 2023. Et il y aura également avec le concert d'ouverture donc de Madame Angélique Kidjo. Alors, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. C'est encore une fois un grand plaisir, Madame, Messieurs, d'être avec vous aujourd'hui. En deuxième partie de cette émission, nous recevons Monsieur Jean-Pierre Esso. Jean-Pierre Esso, que certains parmi vous connaissent déjà. Je parle ici surtout de la diaspora camerounaise, mais et africaine aussi, puisqu'il a travaillé avec nous ici à Montréal pendant de très nombreuses années. Bonjour, comment ça va? Henri, bonjour et merci de nous recevoir à cette émission. Jean-Pierre Esso, c'est un plaisir, c'est un honneur encore une fois que de vous avoir, mon cher. Après toutes ces nombreuses années, dites-moi, qu'êtes-vous devenu? Je suis parti de Montréal en 96 et je suis un peu, je ne dirais pas le tour du monde, mais je suis allé travailler en Côte d'Ivoire. Comme je faisais déjà de la radio à Montréal, j'avais travaillé sur Radio Centre-Ville et tout. J'ai fait la même chose, de l'animation sur Radio Nostalgie à Abidjan. Mais quelques mois après, j'ai commencé un travail que je n'avais jamais fait avant, c'est-à-dire travailler en agence de publicité. Voilà, j'étais donc... j'ai appris sur le tas, en fait, de ce travail-là. Et bon, c'était intéressant de faire des affiches, faire des campagnes à la télé ou sur le terrain, à la radio, pour des entreprises qui nous faisaient des commandes et tout. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et je suis reparti de la Côte d'Ivoire en 2001, au moment où il y avait les coups d'État et la guerre commençaient en Côte d'Ivoire. C'était un peu difficile. Et moi, ma vie changeait aussi. J'allais avoir un enfant. Donc, je suis parti assister à sa naissance en France. Et quand je suis allé, je suis resté. Voilà. La vie de journaliste, c'est quelque chose. Hein. Mais dites-moi, vous avez fait vos études ici à Montréal dans le domaine des médias, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait des études de communication à l'UQAM. Mais c'est pour ça aussi que j'ai fait de la radio donc à Montréal, ici, à Abidjan et tout. Bon, la parenthèse chef de publicité en agence, c'était vraiment, on peut dire, un accident. Les accidents dans la vie, il y en a toujours. Mais c'était une expérience intéressante. Mais j'ai recommencé le journalisme après être rentré en France. J'ai commencé donc avec le boom de l'Internet. J'ai commencé à travailler donc sur des sites Internet de football, ce qu'on appelle soccer en Amérique du Nord. Et un site qui s'appelait CamFoot, qui existe toujours, Cameroun Football, au moment où la Coupe d'Afrique des Nations de 2002 allait commencer au Mali, donc avec des amis de Montréal justement, avec qui j'avais gardé contact. On a créé ce site internet-là, on a commencé à écrire des articles sur l'équipe du Cameroun qui devait défendre son titre au Mali à la Coupe d'Afrique, puisqu'il avait gagné déjà en 2000 au Nigeria. Et il se trouve que le Cameroun a fait une très belle Coupe d'Afrique. Elle a gagné de nouveau ce trophée contre le Sénégal en finale. Et nous, le fait d'être le seul site camerounais qui existait à l'époque, qui parlait de foot, et surtout de l'équipe africaine, camerounaise de foot, c'était une très belle expérience. Et voilà, c'est comme ça que je me suis remis donc dans le bain. Mais cette fois, une autre façon de faire, parce que quand moi j'étudiais à Montréal, on n'écrivait pas encore pour Internet, on écrivait pour la presse écrite. Et c'était les débuts d'Internet. Et là, il a fallu apprendre à écrire pour un site Internet, c'est-à-dire des textes un peu plus concis, un peu plus aérés, mettre des photos, toutes ces choses-là. Voilà. Je vous écoute parler, beaucoup de choses me traversent la tête. Vous m'avez posé cette question avant cette interview. Moi, je ne cache rien. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je n'ai pas préparé tout ça. Vous êtes un journaliste. Il y a beaucoup d'éléments là qui me ressortent dans la tête. Un,
comme Africain, membre de la diaspora africaine qui avait vécu ici à Montréal et qui a étudié ici à Montréal pendant de très nombreuses années, vous avez non seulement étudié, mais vous avez travaillé aussi. Oui. Donc, vous connaissez quand même le marché, vous connaissez la psychologie des gens ici. Vous êtes retourné sur le continent, peut-être pas chez vous, dans votre pays d'origine, qui est le Cameroun, mais dans d'autres pays, disons comme tel. J'ai envie de vous poser cette question. Qu'avez-vous trouvé dans ce continent? Quand on vit à l'étranger, au début, on est en contact avec nos pays. On garde contact quelque part. Mais graduellement, au fil des ans, qu'on le veuille ou non, les images s'effacent, même si on suit l'actualité. Mais on est ici, on est avalé par la vie d'ici. Après de nombreuses années, vous êtes rentré. Avez-vous eu un choc? Oui, forcément, on a un choc culturel. On a un choc culturel parce que... Pourquoi? Vous êtes africain. Vous je suis africain, mais le fait d'aller vivre au Canada, forcément, la vie n'est plus pareille qu'en Afrique. Donc forcément, on a des petits codes qui font que, voilà, on est... Comme on dit, si veut pas, on est intégré, on s'intègre. Et forcément, quand on rentre chez nous, il y a des choses que les gens font qu'on va trouver différentes. Et les gens vont aussi trouver différents. On va dire, mais toi, tu te prends pour qui? Parce que tu es allé là-bas, tu penses que tu es différent, mais tu es forcément différent parce que... on vous a demandé, on vous a demandé mais carrément. Forcément, parce que je pense que tout le monde, partout où on vit, on est le produit de son environnement. Eux, ils sont le produit de leur environnement parce qu'ils sont en Afrique là-bas, ils ont une façon de fonctionner. Et vous, même si vous êtes d'origine de là-bas, quand vous allez vivre ailleurs, si quelqu'un va vivre en Russie pendant 4, 5, 6 ans, forcément, il va plus ou moins fonctionner comme un Russe ou comme un, je sais pas moi, un Argentin ou n'importe quel pays où il va. Même si on garde quand même notre africanité. Donc vous, on vous percevait quelque part comme un Canadien, quelque part. Oui, parce que forcément, ça faisait un moment que j'étais parti et donc forcément, j'étais un peu différent. Déjà, même au niveau des médias, j'ai fait par exemple, quand j'étais ici à l'UQAM, je partais en vacances au Cameroun pendant mes études. Je partais faire des stages à la CRTV, la Cameroun Radio and Television, à Douala au Cameroun. Et j'ai travaillé par exemple dans la rédaction de la CRTV Douala tout l'été 93, un mois à la station provinciale et un autre mois à la radio FM qui était liée à ce poste régional-là. C'est parfois avec les collègues, c'était pas facile parce que, bon, par exemple, on fait une conférence de rédaction, on dit, bon, comment était le journal d'hier qu'on a fait, le journal radio qu'on a fait hier et tout, on parle, et puis on dit de faire, comme on peut dire, une autocritique. Oui, bien sûr. Et moi, quand je fais autocritique, forcément, ce que moi j'ai entendu, je dirais que ça, moi j'ai aimé ceci ou cela, ou alors on aurait pu faire ceci différemment. Oui. Parce que, voilà, parce que moi j'étais en pleine dans les études de communication, il y avait une façon de travailler à Montréal qui faisait que, voilà, on disait, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et si forcément les gens font les choses de façon approximative, moi j'étais, on peut dire naïf, ou pas naïf, mais voilà, je disais là, comme je le voyais, ou comme je l'avais entendu. Oui, on aurait pu faire cet élément comme ci ou comme ça. Oui. Et la personne sur qui vous avez parlé, si vous avez parlé de l'élément, telle personne, il vient vous dire après que, mais... Pour qui te prends-tu, toi? Tu n'étais pas venu pour moi, là. Rentre dans ton Canada, laisse-moi tranquille. Alors que pour moi, c'était juste pour faire avancer le travail. Parce que ici, les gens sont quand même plus, les choses sont plus, je peux dire directes, en tout cas au niveau des études et du travail, les choses sont plus carrées. Donc forcément, je disais, comme moi je le voyais à l'école, et puis on m'a dit que j'avais pas intérêt à le faire. D'accord. Dites-moi, voilà. De là, ma deuxième question ici, on a tous suivi, on voit tous depuis de très nombreuses années les journalistes en danger. On entend beaucoup parler en fait de cela. Le journaliste est là simplement pour informer la population, du moins objectivement. Il n'est pas là pour faire son commentaire, mais surtout pour décrire une situation, présenter telle qu'il le voit, tout simplement. Mais certains sont victimes. Certains sont considérés comme des personnes qui faussent l'information ou qui sont carrément dangereux. Vous, qu'est-ce que vous dites de cela, de par votre expérience sur le terrain? Je dirais que parfois, ce que je peux dire, c'est que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Parce qu'on peut se retrouver sur le terrain en train de faire un reportage. Comme moi, j'ai travaillé dans le foot, soccer, suivre une équipe de foot et tout. On peut voir des choses qui se passent autour de l'équipe. Et on se dit, est-ce que, parce que j'ai vu, je dois forcément aller en parler publiquement? Est-ce que je dois aller l'écrire? Est-ce que je dois aller, voilà, en faire un compte rendu? Est-ce que, si je ne le fais pas, est-ce que ça va changer
leur façon de jouer ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est si important que ça? C'est à nous de faire des choix. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet et tout, les gens veulent les scoops, ils veulent être le premier à dire que oui, moi je suis au courant de ceci ou cela, je veux avoir l'exclusivité et tout, mais est-ce que le fait de vouloir l'exclusivité, c'est pas un peu dangereux parfois? Il y a des journalistes sportifs qui ont été écartés parce qu'ils ont été autour d'une équipe et ils ont vu certaines choses, ils en ont parlé, ils ont parlé de ça et tout. Et puis forcément, ça peut ne pas plaire aux dirigeants de l'équipe ou alors aux joueurs et qui demandent peut-être de vous faire partir de l'environnement de l'équipe. Bon, ils peuvent demander ça. Ils peuvent demander ça. Voilà, vous dérangez leur tranquillité ou alors vous donnez une information qui va peut-être être mal ressentie au pays si par exemple l'équipe est en compétition. Et quelque chose peut se passer bon, disons, pas illégal, mais quelque chose, il peut y avoir des choses qui se passent, mais qu'on peut ne pas forcément parler parce que ça n'influe pas peut-être sur le jeu. Et c'est peut-être des choses, je ne sais pas, un peu triviales, je dirais. Et c'est parfois, moi j'ai pris le choix parfois de ne pas raconter des choses que j'ai vues autour des équipes. Et je me dis, parfois ça peut être pour sa propre sécurité, ça peut être aussi pour... même sa longévité autour de l'équipe, parce qu'après, on peut vous blacklister, on peut décider de ne plus vous donner d'accréditation, d'être autour de cette équipe. Est-ce qu'on a envie de ça? Parce que je veux l'exclusivité, puis au prochain tournoi, au prochain rassemblement, on ne m'appelle plus. Ou on ne me donne pas un badge. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que cette information est si importante que ça? Est-ce que je dois forcément suivre les canons de journalisme? Mais j'ai vu à mon stage, comme je disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas toujours tout dire, parce que voilà. Donc il faut essayer de faire sa propre... pas autocritique, mais au moins faire la balance et puis se dire ça je peux le dire, ça je peux ne pas le dire parce que c'est pas si important. Est-ce qu'on dit toujours la vérité? Non, on ne dit pas toujours la vérité. Pourquoi? Mais parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, comme j'ai dit tout à l'heure. On n'est pas obligé de tout dire. Et c'est pas parce que tu ne dis pas cette partie de la vérité que la Terre va s'arrêter de tourner. Voilà. Donc on peut dire certaines choses et puis on peut ne pas dire d'autres. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Il y a des gens qui ont dit la vérité et puis après, voilà, comme tu as parlé tout à l'heure des journalistes en danger, il leur est arrivé des choses. Est-ce qu'on a envie forcément de ça? Il faut aussi mettre ça dans sa tête. Parce que l'histoire est remplie de journalistes qui étaient des fers de lance de la vérité, du plus beau reportage, du vrai reportage véridique et tout. Et puis, ça s'est mal passé après, donc... Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Est-ce que c'est dangereux d'être journaliste sur le continent africain? Je ne veux pas généraliser. Je ne peux pas savoir vraiment. Moi, je n'ai pas vraiment longtemps exercé en tant que journaliste en Afrique. Ce que vous avez entendu des collègues et autres. Mais on voit les choses, je veux dire, on lit l'actualité, on voit ce qui se passe. Mais forcément, et puis je ne pense pas que c'est qu'en Afrique, même en Europe ou en Amérique, il peut y avoir des journalistes qui sont en danger parce que... Même en Amérique. Même en Amérique, on a vu ce qui s'est passé avec... bon, encore que... à l'époque de Nixon, les journalistes, bon, ils avaient dit des choses qui avaient contraint le président de l'époque à démissionner. Le Watergate. Voilà. Watergate, oui. Mais je pense que partout, même dans les pays dits démocratie, un journaliste peut être en danger. Parce qu'il peut embêter une multinationale ou un député ou je ne sais pas qui, et il peut arriver des choses. Donc voilà, c'est comme tous les métiers, il faut avoir un peu de bon sens, un peu de jugeote. Et puis se dire que est-ce que si je fais ça, est-ce que je peux subir je vais supporter le retour, les conséquences. C'est quand même parler des autres, parler d'autrui. Oui, voilà. Il faut faire attention. Est-ce que nous, on a envie que si on est en mission quelque part et puis quelqu'un nous dit ah, j'ai vu tel avec une autre femme alors qu'on est marié, est-ce qu'on a envie que sa femme soit au courant? On n'a pas envie. Donc, il faut se mettre aussi à la place des gens. C'est un exemple, hein? Un exemple parmi tant d'autres. Ok, d'accord. Alors là, on va parler ici d'un autre sujet. Non pas parce que le sujet dont vous parlez ne m'intéresse pas, il est très intéressant, mais il y a aussi le sport en Afrique, puisque vous nous en parlez, la place du sport comme tel. On a remarqué que de nombreux jeunes Africains, aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque où on jouait tout bonnement dans des terrains, là, on n'a pas de projet, on n'a pas de rêve, on fait ça parce qu'on aime ça, on est passionné, là, on passe, malgré la chaleur, on l'a tous fait. Mais aujourd'hui, certains jeunes ont constaté que ce que l'on qualifiait comme jeu, dont les parents disaient « Allez, rentre à la maison, tout ça », ce jeu-là peut changer ta vie.
Ce jeu-là peut faire de toi une étoile, toute une personne. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous avez vu ça, vous, sur le terrain? Forcément, je veux dire, il y a une trentaine, quarantaine d'années, les parents en Afrique, il n'y a pas beaucoup qui aimaient laisser leurs enfants aller jouer au foot dans la rue avec les amis parce qu'on se disait, ceux qui jouent au foot dehors, c'est les enfants qui n'aiment pas étudier, qui passent tout le temps à jouer et qui ne sont pas dans les cahiers. Donc forcément, les parents qui se disaient responsables, qui voulaient que leur enfant évolue dans la vie plus tard, ils préféraient qu'ils aillent à l'école plutôt que de jouer. Ceux qui jouaient au foot, en général, même qui ont réussi au foot dans ces époques-là, ils n'avaient pas forcément un très haut niveau scolaire. Donc, ils s'arrêtaient à un certain niveau. Ils allaient jouer au foot parce que ça prenait tout leur temps. Après, ils partaient pour certains en Europe et puis ils faisaient des belles carrières, ils avaient gagné de l'argent. Mais c'était quand même considéré comme un sport des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont des voyous, des bandits, des choses comme ça. Après, avec l'avènement du foot business, je dirais, où maintenant ça gagne beaucoup d'argent, les transferts et tout ça qui sont à coût des millions d'euros ou de dollars, ben forcément, tout le monde se dit, ah tiens, mais mon enfant pourrait être comme le futur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a joué au FC Barcelone, il a joué à l'Inter de Milan, il a gagné les coupes Ligue des Champions, etc. On se dit, mais pourquoi mon enfant ne pourrait pas être comme lui, comme Samuel Eto'o, et gagner aussi de l'argent. Et puis nous, la famille, on serait heureux, on construirait des maisons, on aurait une meilleure vie. Et du coup, les gens commencent à encourager les enfants à commencer à jouer un peu plus tôt. Certains même pourraient vendre des biens pour que l'enfant puisse peut-être aller faire un test en Europe quelque part. Et ça arrive, mais tout le monde ne réussira pas forcément. Et ça arrive. Et alors que bon, c'est un peu comme dans tout, c'est-à-dire tous ceux qui vont commencer au départ ne vont pas tous arriver sur la ligne d'arrivée. Donc pour peut-être pour 1000 ou une centaine de gens qui commencent au début, il y a peut-être 10 qui vont réussir, qui vont devenir professionnels, et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent quand à un moment donné, ils sont peut-être moins bons, ou ça ne va pas, ils ont des blessures qui font qu'ils arrêtent le foot. Ils font quoi s'ils n'ont pas étudié? Dites-moi. Ils vont vivre comment? Ma question vous paraîtra peut-être donc stupide, mais je me mets toujours dans la peau d'une personne qui est, disons, chez elle, des jeunes qui adorent le soccer. Ici, c'est carrément le soccer. Avant, ce n'était pas très, très populaire. Maintenant, ça l'est de plus en plus. Nous, ce qu'on appelle le football, eux, ils appellent ça le soccer ici. De nombreux jeunes qui jouent au soccer, les parents, maintenant, les encouragent, accompagnent, disons, leurs enfants. Dites-moi, est-ce que c'est un sport difficile? Est-ce que c'est vraiment difficile? Est-ce que tout le monde peut espérer un jour arriver au sommet? Mais non, tout le monde ne peut pas. Sur 100 personnes, il y a peut-être 10 si moi je veux, je m'efforce, je m'entraîne comme il faut, mais le foot, ce n'est pas simplement le talent. Il y a aussi une grosse part de chance. Une grosse part de chance. Il y a des joueurs qui vont sortir d'Afrique et ils vont arriver en Europe, ils vont entrer dans un top club directement dès l'arrivée. Et d'autres qui vont aller peut-être jouer en Thaïlande d'abord, peut-être en Uruguay, ils vont se balader en Turquie, tout ça, avant de... S'ils ont un petit talent ou un entraîneur qui les remarque, il va dire, bon, viens jouer dans un club moyen ou un club des top 5 championnats d'Europe et tout ça. Mais il y en a, il y a le talent, certes, on peut être fort, on peut s'entraîner, on peut avoir tout son bon cardio et tout, mais parfois il y a aussi le facteur chance. Un entraîneur peut vous voir et puis vous jouez bien, mais il ne vous aime pas, il préfère l'autre. Il peut dire que l'autre, ou on m'a recommandé l'autre et pas toi. Moi, je ne t'aime pas, tout simplement. Oui, parce qu'on m'a recommandé celui-là et pas toi. Donc il peut dire que tu as du talent peut-être, mais moi, on m'a recommandé celui-là. Je le prends. Et puis tu peux rater ta chance comme ça, et puis après un jour, après ça ne marche plus jamais. Donc il n'y a pas que le talent ne suffit pas dans le foot. Ça ne suffit pas. Jean-Pierre Esso, avant de vous laisser partir, vous m'avez demandé de quoi on va parler aujourd'hui. On a parlé du sport. Mais on a la chance d'avoir un journaliste qui nous débarque, madame, monsieur. Il vit en Europe, monsieur Esso, vit à Lille depuis déjà quelques années avec en fait sa famille. J'ai envie de vous demander, mais au fait, comment ça va sur le continent européen? Nous, quand nous regardons la télévision, on ne voit que des gens qui manifestent continuellement. On ne sent pas la fumée de la cigarette, mais on voit les gens qui manifestent continuellement. On se demande, mais qu'est-ce que c'est les combats sociaux et tout ça qui font que voilà, les gens manifestent, les gens veulent... Ils revendiquent leurs droits, les gens, dans toutes les sociétés, les gens ont des droits, et puis en France particulièrement, les gens revendiquent peut-être un peu plus qu'ici. Ici, la retraite, 65 ans. Là-bas, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas entendre parler. Non, pas du tout. Et ça fait un moment déjà que les gens manifestent contre ça. Et bon, on verra ce que ça va donner. Mais oui, mais enfin, il y a les avantages des deux côtés. Le Canada a ses avantages. Moi, j'ai vécu 7 ans ici. Je connais le pays, enfin, de l'époque, là. Il y a certaines choses qui sont... La qualité de vie est bien et tout.
Mais il y a aussi certains avantages sociaux en France qui font qu'on se dit, wow, ok, bon, ben, je travaille, ma santé est prise en charge, tout ça, ainsi de suite. Des choses comme ça qui font que voilà, c'est aussi bien, mais les gens sont un peu plus regardants, je veux dire, peut-être sur leurs droits et qu'ils ne se laissent pas faire. Ils ne veulent pas avoir travaillé autant avant d'aller à la retraite. La retraite, bon, parfois les gens prennent ça pour... c'est compliqué. Il y a des gens qui vivent... Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur Internet par rapport aux retraites. Il y a des gens qui vivent très mal, qui ont habitué, ils ont travaillé peut-être 40 ans de leur vie ou 50 ans. Et le jour où ils arrêtent de travailler, pour eux, la vie s'arrête. Ils n'ont plus de collègues, ils n'ont plus de vie. Ils ont l'impression que la vie s'est arrêtée. Et alors, et parfois, ceux qui vont à la retraite... J'ai lu souvent des choses qui disaient des gens qui meurent dans l'année qui suit leur retraite. Parce qu'ils n'arrivent pas à... Parce que tout s'arrête, quoi, c'est ça? Parce que tout s'arrête. Et d'autres qui préfèrent donc que ça s'arrête beaucoup plus tôt parce qu'ils se disent, je vais commencer ma nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Mais est-ce qu'il faut attendre de faire sa nouvelle vie quand on va en retraite ou alors il faut vivre sa vie pendant qu'on travaille? Il faut trouver l'équilibre. Est-ce que pendant qu'on travaille, on ne va pas en vacances, on économise parce que je vais construire ma maison, après je vais. Mais si on attend toujours que je vais faire ceci, quand j'aurai ceci, ben, quand j'aurai ma retraite, je vais faire ça. Mais non, fais-le pendant que tu travailles. Jean-Pierre Esso, dernière question, je vous laisse tranquille, en paix. Vous n'aimerez pas ma question. Que se passe-t-il avec le continent africain maintenant? On a remarqué qu'il y a des changements. Pour tout dire, on entend tous qu'on ne veut plus de la France. Pourtant, moi, je n'y crois pas. Les Français sont toujours aimés en Afrique. On se pose cette question. Les dirigeants prennent certaines décisions. Il y a des changements, paraît-il, drastiques. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je n'en sais pas grand-chose parce que la politique ne m'intéresse pas réellement. Moi, dans mon journalisme, j'ai toujours fait du journalisme sportif pendant longtemps. C'est vrai, dans ma parenthèse à Vox Africa, j'ai préparé le journal, ensuite je l'ai même présenté. C'est la période de ma vie où j'ai vraiment suivi un peu ce qui se passe. Mais en général, ces choses-là, c'est vrai, je suis fait sciences politiques à Montréal, à l'UQAM. Mais la politique vraiment ne m'intéresse pas réellement. Je regarde les choses, j'entends les choses qui se passent. Voilà, il y a des choses qui se passent. En ce moment au Sénégal, ça bouge un peu. Les Sénégalais parlent, ils disent des choses dans d'autres pays aussi. Mais vraiment, moi je vais à mon travail le matin, je rentre le soir. Je ne m'occupe pas de ça. J'écoute ce qui se passe dans les derniers matchs de foot. C'est pas vraiment... Je ne prends pas le temps de la réflexion pour ça, en tout cas pour les choses de la politique française en Afrique. Vous préférez la vie. Jean-Pierre Esso préfère la vie. Je préfère la vie. La vie, voilà, je suis en voyage, je suis à Montréal en vacances, tout ça. Je suis content, la vie est belle et après je rentre pour moi à mon travail. Mais ce que la France fait en Afrique ou ne fait pas en Afrique, franchement, pour l'instant, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas politicien, D'accord. Et Montréal, alors. Et Montréal, vous revenez là, vous retrouvez Montréal. Il y a des changements en dehors de son travaux? J'ai vu des travaux, j'ai vu, il y a beaucoup de rues piétonnes qui est un peu partout dans la ville. Ça m'a un peu déstabilisé. Mais dans l'ensemble, j'ai reconnu la ville. Ça fait 21 ans que je ne suis pas revenu. Et 21 ans 21 ans que je ne suis pas revenu à Montréal. Et ça fait plaisir quand même de retrouver la ville. Et j'étais animateur d'une émission radio aussi qui s'appelait Nuit Blanche, qui existe toujours sur Radio Centre-Ville. Oui. Les animateurs actuels m'ont donné le privilège d'animer l'émission ce soir avec eux à Radio Centre-Ville. Ça sera un plaisir de parler pour les petits jeunes qui écoutent l'émission aujourd'hui, qui ne m'ont pas connu, puisque je suis parti, ça fait très longtemps de Montréal. Oui. Bon, on parlera de la création de l'émission. Mais Nuit Blanche, de quoi parliez-vous exactement? On mettait de la musique, du R&B, du hip-hop et américain, et aussi de la musique en français, du rap en français. On avait une partie, la première demi-heure d'émission s'appelait En français s'il vous plaît. On mettait du rap français de France et aussi du rap du Québec qui commençait à émerger. Des jeunes Québécois, Haïtiens ou d'autres venaient à l'émission, ils chantaient et tout ça, on partageait. C'était que ça. Et puis on avait parfois des débats de société. Mais en général, c'était une émission musicale et qui existe toujours, qui est toujours en ondes de Radio Centre-Ville depuis 32 ans maintenant. Bien, Jean-Pierre Esso, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir participé et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, ici Télévision, et merci à toi, Henri. Merci. Junior. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.